Nouvelles du fleuve Sénégal, c'est l'émission que vous propose l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal en collaboration avec la radio Sud FM afin d'ouvrir le dialogue avec tous les citoyens de l'espace OMVS qui regroupe la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Comment est organisée cette gestion à 4 qui dure depuis bientôt 50 ans? Quel est le chemin parcouru? Quelles sont les opportunités d'investissement dans le bassin, mais aussi les menaces environnementales qui pèsent sur la ressource? Comment se dessine le futur avec les grands projets de l'OMVS? Pour répondre à ces questions, des experts de l'OMVS, des acteurs de la société civile, des experts indépendants, des représentants des populations riveraines seront à l'antenne pour échanger avec vous sur les enjeux et les modalités de la gestion de ce fleuve nourricier. Ce samedi, votre émission Nouvelles du fleuve Sénégal reçoit le haut commissaire de l'OMVS. Hamed Diané Semega va revenir sur les contraintes liées à la mise en œuvre du fleuve Sénégal et notamment la construction de barrages hydroélectriques, les domaines de compétences de l'OMVS, les perspectives à moyen et long terme et les mécanismes mis sur pied pour instaurer un cadre de dialogue et d'échange entre les différents acteurs qui interviennent au niveau du bassin du fleuve Sénégal. Nouvelles du fleuve Sénégal qui reçoit ce samedi le haut commissaire de l'OMVS, Hamed Diané Semega. Vous pouvez participer à l'émission en appelant en direct au 88 628 98 98. L'émission sera également diffusée en direct sur la plateforme web de Sud FM et sur la page Facebook de l'OMVS. L'OMVS, une gestion concertée et solidaire du fleuve Sénégal. Bonjour. Parmi les plus grands du monde, cordon ombilical, cordon d'intégration de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal, source de vie, je sers à de nombreux usages. Je suis très important pour l'agriculture, l'accès à l'eau potable, à l'électricité, le transport, même si on n'a pas encore hissé la grande voile, gérée par une organisation bientôt cinquantenaire. Je suis cité en exemple dans le monde entier. Malgré des lenteurs, obstacles et autres menaces, j'ai plusieurs ouvrages communs et des projets ambitieux. Qui suis-je? Réponse dans un instant. Mali jamana denu, Senegali jamana denu, Kabela, la Guinée jamana ni Mauritanie ka, Nakambono diyo mabade na jamana bade gidara. OMVS, Africa anawa, le Mali, la Guinée, et Mauritanie, Sénégal. مصدر للتضامن والأخوة والإيمان، مصدر للتضامن والأخوة والإيمان، بلاد اللي ضامن نامن وضامن لمايل، الوحدة والتعاون ذاك الكاس ريال، الوحدة والتعاون. Bonjour à tous, vous suivez votre émission Nouvelles du fleuve Sénégal sur Sud FM Sen Radio en partenariat avec l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui le haut commissaire de l'OMVS, Hamed Diané Semega. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Hamed Diané Semega, vous êtes le haut commissaire de l'OMVS. Vous connaissez certainement la réponse à cette charade qui est le cordon ombilical, source de vie et qui sert à de nombreux usages. Certainement, l'eau. Le fleuve Sénégal, largement ainsi présenté sur initiative fleuve.org. L'on pourrait tout aussi bien, Monsieur Semega, vous assigner plusieurs passages et des liens avec les 4 pays, des réalisations, des objectifs. Hamed Diané Semega, donc Adji Fatou Bari, notre reporter, nous fait ici un petit rappel de votre parcours. Le haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal est un produit de l'École nationale d'administration de Bamako, école d'où il sort diplômé d'une maîtrise en sciences juridiques
en 1987. Hamed Diané Semega entame ainsi une vie active comme directeur administratif de la société de recherche minière, la Canadian Mali Gold Corporation, somalien de nationalité né au Sénégal en 19 avril 1962, va poursuivre quasiment toute sa carrière dans le domaine des mines, une carrière bien riche qui le conduira à la tête des opérations de USM Industries pour le Mali et l'Afrique de l'Ouest, ou encore à la direction administrative et juridique de Pan-African Resources Corporation, entre autres postes occupés. Le Mali, sa patrie, M. Semega l'a aussi servi en tant que ministre de l'Industrie et de l'Eau de 2002 à 2007, puis ministre de l'Équipement et des Transports de 2007 à 2012, des services rendus à la nation qui lui valeront des distinctions comme commandeur de l'Ordre national du Mali. Mais Hamed Diané Semega, c'est plus qu'un citoyen malien, c'est un citoyen de l'OMVS, et ses actions feront qu'il est fait commandeur de l'Ordre national de Mauritanie, puis officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Le fondateur, président, directeur général du cabinet de conseil West Africa International Consulting Group est nommé haut commissaire de l'OMVS le 19 juin 2017 par les chefs d'État de Guinée, Mali, Mauritanie et Sénégal. C'était lors de la dernière conférence des chefs d'État de l'OMVS tenue à Conakry, en Guinée. Une nomination qui sonne comme une consécration. Merci beaucoup Adji Fatou Bari. Aujourd'hui à la tête de l'OMVS, Hamed Diané Semega, un destin peut-être accompli puisque vous vous décrivez comme un fils du fleuve. Oui, et fier de l'être. Mais j'aimerais, madame, avant tout propos, m'incliner ici devant la mémoire de feu Babacar Touré. Babacar Touré qui pour moi était un grand frère. Mais surtout un mentor, si j'ose dire. Panafricaniste convaincu, il a été de tous les combats pour l'OMVS. Je pense qu'être ici aujourd'hui à ce micro, c'est un devoir pour moi de m'incliner devant sa mémoire et surtout de demander à Allah, le Tout-Puissant, de lui accorder le paradis et surtout la continuité de l'œuvre immense qu'il a commencé puisse se faire dans les meilleures conditions. Je crois que votre radio aujourd'hui l'illustre parfaitement. Et je suis heureux d'être à ce micro pour consacrer cette bataille pour l'OMVS, cette bataille pour plus de visibilité. Et je me réjouis vraiment de l'initiative prise par mon équipe, avec Mme Ndiaye, que je félicite ici, et M. Papa Demba Sissoko, et vous-même, Madame, pour vraiment ces efforts de communication entamés lors de ces séries, et avec la participation des cadres de l'OMVS. C'est pourquoi j'ai tenu moi-même à être présent aujourd'hui pour répondre à vos questions, mais certainement à celles aussi de vos nombreux auditeurs, pour que cette œuvre collective, cette œuvre voulue par nos chefs d'État, les pères fondateurs en premier, cette œuvre d'intégration, de construction d'une Afrique qui gagne, en utilisant un levier que Dieu nous a donné, le fleuve Sénégal. Vous l'avez tellement bien décrit dans vos propos de départ, pour que cette œuvre d'intégration ici puisse s'illustrer au quotidien dans les actions. Et tout cela est vain s'il n'y a pas une bonne compréhension des enjeux. Si les acteurs du bassin, qui sont nombreux, qui sont différents par rapport à leurs implications, ne comprennent pas quel est l'objectif que recherche l'OMVS dans son travail au quotidien. Donc, agriculture irriguée, hydroélectricité, navigation pérenne, près d'un demi-siècle après, l'organisation a-t-elle réussi aujourd'hui à mettre en valeur le fleuve Sénégal? Oui, oui et oui, mais il reste à faire, et beaucoup reste à faire. Je veux dire, aujourd'hui, et c'est pourquoi je me réjouis de l'opportunité que vous m'offrez, mais surtout de l'opportunité qu'offre cette série d'émissions, c'est de franchir le pas pour créer, aller dans le sens de ce qu'on appelle une formule chère au député maire de Bakel, qui est le président du réseau des maires, l'OMVS des peuples. Quitter, faire le pas, le lien entre l'OMVS institutionnel et l'OMVS des peuples pour une meilleure appropriation de ce souci d'intégration. Cela dit, pourquoi je vous réponds par l'affirmative? Parce que être cité aujourd'hui en référence au monde n'est pas rien. Il y a même, et ce n'est vraiment pas un leurre,
une ambition d'aspirer au prix Nobel de la paix. Pourquoi? Parce que voilà 4 pays qui ne sont pas des plus nantis. Si on prend le terme de richesse aujourd'hui selon les normes mondiales, qui coopèrent sur un fleuve sahélien, soumis à des aléas climatiques très forts, une variabilité saisonnière très forte, donc qui rendent ce fleuve-là vulnérable. Là où ce fleuve devait, on va dire, créer des situations de conflit, ce fleuve a plutôt créé une stabilité de par la qualité de la coopération de ces États. C'est ce qui vaut à l'OMVS de citer un exemple. En termes de coopération, il y a un coefficient de coopération qui a été établi par un think tank indien qui classe les organes de bassin suivant le niveau de coopération. Et l'OMVS a été cité premier à cause du socle juridique que les pères fondateurs, à l'époque Senghor, Moussa Traoré, paix à son âme, vient de décéder, et Ould Daddah avait créé, vous l'avez rappelé tout à l'heure, en 1972 à Nouakchott. À partir de ce socle juridique est née une coopération qui, à mon sens, laisse aujourd'hui beaucoup de gens admiratifs. Gommer la territorialité, le principe de la territorialité, si cher aux États, pour consacrer le principe des ouvrages communs, faire en sorte que Manantali, qui est au Mali, appartienne à la fois au Mali, au Sénégal et à la Mauritanie, et Djama, qui est à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, appartiennent aux 3 pays, et plus tard, tous les ouvrages qui vont se réaliser dans le bassin appartiendront, en vertu de la Convention sur les ouvrages communs, aux 4 pays, dont la Guinée, qui, comme vous le savez, a réintégré sa famille d'origine en 2006. Donc, pour vous dire que, quand vous regardez le niveau de mise en œuvre des programmes, on va dire, de maîtrise de l'eau, par la création des différents barrages, Diamant, Manantali, Félou, Gouina, qui est aujourd'hui en voie de finalisation, on peut dire que beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Mais aujourd'hui, les conditions d'une meilleure maîtrise de l'eau sont réunies. Aujourd'hui, il y a dans la vallée un potentiel en agriculture irriguée, nous allons y revenir, d'environ 400 000 hectares qui sont aujourd'hui valoriser. Et je pense que c'est un effort sérieux, c'est un effort certain. C'est pourquoi je voudrais ici féliciter le président Macky Sall, président du Sénégal, qui était président de la conférence des chefs d'État quand je prenais fonction, en 2017, qui a impulsé dès le départ une dynamique pour la valorisation de l'agriculture irriguée, pour que l'OMVS soit en phase avec l'objectif de départ qu'il a vu naître. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'hydroélectricité aujourd'hui permet, beaucoup ne le savent pas, à la Mauritanie, au Mali et à Dakar, d'avoir accès à une énergie propre et peu coûteuse. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous valorisons aussi les autres sites pour accroître notre offre de production hydroélectrique. Nous y reviendrons. Et aussi l'initiative solaire, parce que nous avons un ensoleillement qui permet aujourd'hui de bâtir un potentiel pour renforcer la capacité de production électrique dans nos secteurs. Et vous l'avez rappelé, il y a le projet de navigation, projet fondateur, structurant, silanais, qui malheureusement a marqué le pas. Ce n'est certainement pas un manque de volonté politique, c'est un projet complexe. Pour que la navigation se fasse, il fallait d'abord réaliser Manantali, parce que c'est Manantali qui augmente le débit. Il fallait réaliser également Diamant, qui, comme vous le savez, est à l'embouchure, pour freiner la langue salée, avec une écluse qui permet la navigation. Et vous avez vu également au niveau de Saint-Louis l'ouvrage qui a été fait sur le pont Faidherbe pour permettre le passage des bateaux. Aujourd'hui, c'est heureux de constater que ce projet a connu un bond significatif. Toutes les études ont été réalisées, financement, on va dire, trouvé, maintenant rendu plus compliqué à cause de la situation de la pandémie. Mais je pense qu'avec la volonté sans cesse renouvelée et forte de nos États, il est fort à parier que ce troisième programme, parmi les programmes fondateurs de l'OMVS, verra très bientôt le jour pour compléter
notre dispositif. Nous aurons l'occasion de revenir plus largement sur cette question. Vous l'avez évoqué, beaucoup déjà fait. Il reste encore beaucoup à faire. Quelles sont les contraintes majeures? Peut-être des projets trop ambitieux ou le manque de financement? Des projets trop ambitieux, non. L'ambition première, comme je l'ai dit, c'est de transformer le défi qu'on a par rapport aux contraintes environnementales de toutes sortes, surtout sur un fleuve vulnérable, en capacité de développement. Le défi, c'est, comme les pères fondateurs l'ont souhaité, à la suite d'années de sécheresse très dures, les années 1970, mobiliser les ressources en eau du fleuve Sénégal pour impulser un développement de l'agriculture irriguée pour permettre d'assurer la sécurité alimentaire. Moi, j'aime bien le terme souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, beaucoup a été fait dans ce domaine-là et vous l'avez vu, d'ailleurs, accéléré par certains programmes, que ce soit en Mauritanie ou au Sénégal, à travers le programme que le président Macky Sall a mis en œuvre, le PSE. C'est pour vous dire que sur ce premier levier, beaucoup a été fait. Aujourd'hui, il y a des agro-industriels qui sont installés, qui utilisent l'eau du fleuve, qui font de la production maraîchère, mais surtout des cultures à grande consommation qui sont exportées en Europe et ailleurs. Sans parler des exploitations familiales qui, comme vous le savez, contribuent de façon significative à l'atteinte de cet objectif de sécurité alimentaire. L'ambition, donc, c'est de développer notre bassin en utilisant les ressources de l'eau. Les contraintes sont nombreuses, mais la première, je le dis chaque fois que je le peux, c'est la contrainte de financement. C'est ce qui explique sans doute la lenteur de mise en œuvre de nos programmes d'infrastructure. Parce que vous l'avez dit, ce sont des enveloppes colossales qu'il faut mobiliser. Je prends simplement un exemple. Pour construire le barrage de Gouina qui est actuellement en finalisation, comme je l'ai dit, il n'a pas fallu moins de 400 millions de dollars des États-Unis. Environ, vous allez le savoir, plus de 100 milliards en tout cas de francs de CFA, si vous faites la conversion en CFA. Donc, c'est beaucoup d'argent. Le projet de navigation va coûter dans sa première phase, c'est-à-dire pour construire un port fluvio-maritime à Saint-Louis et un port terminus fluvial à Ambidedi sur un parcours de 905 km avec des escales au Sénégal et en Mauritanie, et également le chantier naval de Rosso qui n'est pas pris en compte dans la première phase. Rien que cette première phase va nécessiter 526 millions de dollars des États-Unis, 5 x 4, 20, 5 x 4, oui. Donc on est à peu près à plus de 200 milliards de francs CFA. Pour vous dire que on a affaire à de très gros montants, mais ça peut paraître impressionnant. Mais en face, il faut regarder ce qui est à réaliser et qui permet, je le dis très clairement, de booster vraiment l'économie locale. Pour prendre le projet de navigation, ce cordon ombilical qu'est le fleuve permettra, le projet de navigation, de faire revivre toutes ces escales-là qui aujourd'hui, malheureusement, ont dépéri à cause justement du manque de transport fluvial digne de ce nom. Je veux parler des villes comme Podor, comme Dagana, qui sont des villes extrêmement importantes pour le Sénégal, Kaye au Mali, plus loin, après Ambidedi, mais certainement Rosso, en Mauritanie, et j'en passe. Donc, en face de ce montant, il y a une volonté des États très très forte, exprimée et réexprimée à chaque occasion, de faire en sorte que les bailleurs de fonds nous fassent confiance. Et c'est le cas aujourd'hui. Mais il fallait avant tout étudier le projet. Vous savez, étudier un projet d'une complexité comme celle-là prend du temps. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une voie navigable, mais sur un fleuve sahélien. Et il y a également donc la complexité environnementale dont il faut tenir compte. Et tout ceci est réalisé. Et aujourd'hui, reste à mobiliser le financement pour commencer le travail. Donc, si vous regardez l'enveloppe financière globale nécessaire pour maîtriser davantage l'eau du fleuve par la création des infrastructures de retenue, effectivement, on parle de beaucoup d'argent. Comme je l'ai dit, la chance qu'on a, c'est qu'on a un projet intégrateur sur un fleuve où coopèrent 4 États,
Il y a d'ailleurs chez nous un adage qui dit l'OMVS, 4 pays, un destin sur le fleuve. Ce n'est vraiment pas le dire pour le dire, c'est une réalité. Et ce qui fait que, malgré la lenteur de la mobilisation, les programmes sont structurés et sont en voie de financement. L'OMVS, des missions, plusieurs domaines d'intervention, des missions surtout transfrontalières face à des États souverains. Quel rôle, responsabilité de ces États membres face à l'OMVS ou dans l'OMVS? Oui, merci pour la question. Mais c'est justement ça la force de l'OMVS. Parce que les États ont décidé, par la convention qui a créé l'organisation, de faire du fleuve Sénégal un fleuve international sur tout son parcours. En clair, ça veut dire que du massif du Fouta Djallon, où naît le fleuve, à Saint-Louis, où le fleuve se jette dans la mer, avec ses différents affluents, la Falémé, le Bakoy, le Bafi, c'est un fleuve international qui appartient à l'ensemble des pays. Ça veut dire qu'il y a un principe pour la gestion des eaux transfrontalières internationales consacré par la Convention des Nations Unies, une convention de 92 et complétée par celle de 97, qui établit ce qu'on appelle le principe de la souveraineté territoriale limitée sur ce cours d'eau. Mais l'OMVS, justement, c'est pourquoi elle est citée en exemple au monde, fait fi de ce principe de territorialité limitée des eaux transfrontalières. Ça veut dire que le fleuve appartient à tout le monde sur son parcours. Mais pour que cela soit une réalité, il fallait le consacrer dans des conventions. La première convention qui a créé l'OMVS a été précédée d'une convention qui a déclaré ce fleuve-là fleuve international. D'où a découlé l'autre convention qui est, à mon sens, le plus indicatif de cette volonté d'intégration, la convention sur les ouvrages communs, qui veut que les États se mettent ensemble dans une solidarité sans phare pour réaliser ensemble, sur le territoire de chacun d'entre eux, un ouvrage qui leur appartient, en faisant fi du principe de la territorialité. Et c'est pourquoi je l'ai dit tout à l'heure, l'OMVS est cité en exemple, et tous les jours que Dieu fait, nous recevons une attention de la part des organismes de bassin au monde. Aujourd'hui, il y a le réseau africain des organismes de bassin, je me plais à le dire ici, dont le secrétariat technique permanent est assuré par l'OMVS. Nous l'abritons. Nous avons été d'ailleurs à la base de sa création, notamment le haut-commissaire Merzouk. Aujourd'hui, il y a un projet important pour donner du corps à ce réseau des organismes de bassin est en cours, et Pape, qui est assis ici, fait partie de l'équipe qui le pilote, pour que les bonnes pratiques de l'OMVS puissent être exportées ailleurs. Pour que véritablement un concept qui m'est très cher, qui est le concept de la paix des bassins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'intérieur d'un bassin fluvial comme l'OMVS, on a pu, par la stabilité, par la qualité de notre coopération, qui est assise, comme je l'ai dit, sur des outils juridiques. J'ai parlé de la Convention, je veux parler aussi de la CPE, qui est une commission permanente des eaux, qui permet chaque année 5 fois, à Dakar ou en Mauritanie, parce que ça se fait de façon tournante, ou à Nouakchott ou à Bamako, de réunir tous les usagers de l'eau pour arbitrer sur les allocations, pour que de façon scientifique, de façon rationnelle, il y ait une transparence totale dans la gestion de ce cours d'eau. C'est tout ça qui fait que l'OMVS, malgré les difficultés, et il en existe énormément, fait face aux défis. Et je me plais à le rappeler chaque fois que je peux à mes équipes, c'est que nous avons une chance, mais également un lourd fardeau, parce qu'il nous faut transmettre ce flambeau-là comme nous l'avons reçu. Aujourd'hui, ce que le monde entier nous envie est malheureusement fragile. Fragile parce que, vous l'avez dit, la coopération entre les États n'empêche pas souvent que, pour certaines questions, il y ait des retards énormes. Parce que jusqu'à présent, l'OMVS, malgré le fait que c'est un facteur d'unité, est quand même, je dois le dire, une organisation qui dépend également de la volonté de ses États membres. D'accord. Mise en place, vous l'avez rappelé également depuis 72, presque un demi-siècle. Aujourd'hui, passons rapidement en revue quelques objectifs majeurs. Tout d'abord, l'hydroélectricité de Manantali au marché régional de l'énergie de la CEDEAO. Le navire peut-il vous mener aussi loin? Bien sûr, c'est notre ambition. Vous savez, je le dis, je le répète chaque fois que je peux,
l'OMVS peut être la clé de voûte du système d'échange électrique en Afrique de l'Ouest, qu'on appelle par son acronyme anglais le WAP, West African Power Pool, dont l'ambition, c'est de relier un peu les réseaux de transport électrique de l'Afrique de l'Ouest. Nous n'inventons rien, hein, ça se passe en Europe, un peu partout. Le Canada vend de l'électricité aux États-Unis, la petite Belgique, territorialement, on s'entend, en Europe, vend de l'électricité à la France, ainsi de suite. Cela n'est possible que par l'intégration des réseaux électriques. En Afrique de l'Ouest, c'est en train de être fait à travers le WAP. Le marché de l'énergie va s'ouvrir, je l'espère, en 2020, c'était prévu, mais en 2021 sans doute. Et un des maillons essentiels va être le réseau de l'OMVS. Parce que c'est un réseau qui, avant beaucoup d'autres, a réuni déjà 3 pays, va rajouter un 4e, la Guinée. Et donc, l'autre réseau, qui est le réseau qui quitte la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, et qui vient en Guinée, va se connecter au réseau en Guinée. D'où l'importance des lignes de transport de l'OMVS ici, qui comptent des milliers de kilomètres. De Dakar aujourd'hui à Manantali, il y a des lignes, et qui vont jusqu'à Nouakchott et à Bamako. Je pense que même la symbolique de l'intégration est déjà consacrée par le fait qu'à partir d'un site malien, on peut injecter de l'électricité à Dakar, à Nouakchott, à Bamako, et plus tard en Guinée lorsque Koukountamba sera réalisé. Donc l'enjeu, c'est de densifier, de compléter ce dispositif de transport-là par une capacité de production accrue pour faire face à la demande déjà au niveau de nos États. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, l'intérêt que nous avons aux yeux des sociétés de production électrique nationale, c'est que nous produisons l'électricité la moins chère. Même pour nos États, l'électricité la plus propre, la plus accessible, qui est l'hydroélectricité, qui nécessite par contre énormément d'investissements pour la réalisation des ouvrages. Mais qui, une fois réalisés, ces ouvrages-là permettent, dans le temps, parce que les barrages durent 50 ans, 60 ans, 100 ans plus, d'utiliser l'eau sans aucun autre intrant pour produire de l'électricité. Donc aujourd'hui, le défi, c'est d'accroître l'offre, et c'est ce que nous demandent d'ailleurs nos plus hautes autorités. L'accroissement de cette offre se fait dans 2 directions. Je vous l'ai dit, en accroissant notre parc de production hydroélectrique, c'est en train d'être fait. Felou a été réalisé, c'est un ouvrage au fil de l'eau qui n'est pas très important, 60 MW. Gouina, toujours sur le territoire malien, va être terminé en 2021, sans doute, et rajoutera 140 MW, ce n'est pas peu, pour le Sénégal, pour le Mali et pour la Mauritanie. Et plus tard, Koukountamba, dont nous avons réussi à finir le processus de sélection de l'entreprise et commencer la mobilisation du financement, c'est un des plus gros ouvrages en Afrique de l'Ouest même, qui fait 300 MW, qui sera en Guinée, qui va également accroître l'offre électrique. Ça, c'est la première direction. La deuxième direction, c'est l'énergie solaire. L'énergie solaire, nous avons pris l'initiative d'une production de 400 MW, parce que notre chance, c'est quoi? On a un réseau qui permet de transporter l'énergie et d'échanger l'énergie. Déjà, c'est une pratique. Aujourd'hui, quand le Mali a un besoin plus important que le Sénégal lui donne une partie, la Mauritanie, ainsi de suite, vice-versa. Nous avons commencé cela. Et dans le solaire, ça a plus de sens parce que la faiblesse du solaire, c'est que c'est une énergie intermittente. C'est que quand il y a un nuage, quand il n'y a pas d'ensoleillement, il n'y a pas de production électrique. Et donc, pour que les systèmes soient plus stables pour la production, il faut un réseau comme celui de l'OMVS pour stocker l'énergie et permettre l'échange de façon plus dynamique. Et aujourd'hui, c'est pourquoi nous densifions notre réseau pour faire face à cette demande des opérateurs, mais surtout à notre propre production. Parce que nous avons pris cette initiative de 400 MW qui va avoir, avec l'accompagnement de nos États, parce que nous ne pouvons rien faire sans eux, à travers les sujets de l'électricité, de mettre une capacité de 100 MW à Dagana, par exemple, pour renforcer le réseau sénégalais, mais à travers ce renforcement, le réseau de l'OMVS, 100 MW de solaire à Gouina, et surtout, projet emblématique s'il en est, pratiquement doubler la capacité de Manantali. Manantali aujourd'hui a une production hydroélectrique de 200 MW. Nous avons signé un accord avec Total RN
Il y a aujourd'hui une nouvelle technologie solaire qui s'appelle l'hydrosolaire. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est quoi? Au lieu de prendre les terres, parce que vous savez, pour une centrale solaire, il faut beaucoup de terres, et souvent, ce sont des terres agricoles. Cette fois-ci, ça va se faire sur le lac de Manantali, parce que le réservoir de Manantali, c'est pratiquement une mer intérieure. On y stocke à peu près 11 milliards de mètres cubes d'eau. Et cette année, je suis d'ailleurs très heureux, parce qu'à cause de la pluviométrie très bonne, le barrage est presque plein, ou plein, je le dis très clairement. C'est un barrage à remplissage pluriannuel à cause de la taille du réservoir. Mais aujourd'hui, avec ce projet d'hydrosolaire, on va mettre, on va dire, des panneaux flottants sur le lac pour générer de l'électricité. Et plus tard, sur les hauteurs qui dominent le barrage, on va installer une capacité de stockage également qui va permettre de pomper l'eau la nuit, donc de diminuer le turbinage et de restituer l'eau en turbinant le jour. Ce qui accroît la production électrique sans rajout de quelques autres dispositifs, sinon le solaire. Donc c'est un projet qui va accroître la production dans un premier temps de 86 MW, dans un deuxième temps d'environ 200 MW. Manantali passera de 200 MW, qui est sa capacité nominale aujourd'hui, à près de 400 MW avec l'hydrosolaire. Vous voyez, ça c'est un projet important, il est dans une phase... Et à terme de quoi résorber le déficit dans les pays membres? Non, très loin. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Le mix énergétique de nos pays bénéficie sans doute de notre production, mais elle n'est pas très significative si vous regardez par exemple les besoins du Sénégal. C'est un pays qui est en voie d'émergence, donc qui parle de voie d'émergence, parle de plus d'électricité, parce que l'électricité, malheureusement, je le dis avec beaucoup d'humilité, c'est l'intrant pour le développement. La capacité de développement d'un pays se mesure à sa consommation d'énergie. Donc le Sénégal aujourd'hui a besoin de plus en plus d'énergie. Heureusement, c'est un pays qui va avoir du gaz et du pétrole. Mais ce que nous injectons dans le système au Sénégal est autrement aussi intéressant, sinon plus intéressant que l'énergie thermique aujourd'hui qui sert de base pour la production de l'électricité. C'est valable pour le Mali. Si on vous dit les chiffres aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, d'argent, qu'un pays comme le Mali a économisé simplement depuis la mise en service de Manantali, ça se chiffre en centaines de milliards. C'est valable pour le Sénégal, c'est valable pour la Mauritanie. Mais c'est vous dire que plus nous augmentons notre capacité de production hydroélectrique, malgré la demande très forte et croissante des pays, c'est tout le mal que je leur souhaite, parce que c'est la voie du développement qui passe par là, il y a une capacité hydroélectrique plus importante qui vient en soutien des autres sources d'énergie. Et j'ai parlé du solaire également. D'accord. Parlons à présent de la navigation. Une navigation pérenne, c'est l'objectif visé. Quand est-ce qu'on va enfin hisser la grande voile? Merci, très bientôt j'espère. Vous savez, il y a un adage qui dit « l'homme propose, Dieu dispose ». Je crois que nos chefs d'État, encore à Bamako, lors de la dernière conférence des chefs d'État, ont exprimé très fermement leur volonté de voir ce dernier programme du premier, on va dire, panier des programmes de l'OMS, que ce programme-là voit le jour. Je l'ai dit, c'est le programme le plus structurant. Il va donner au Mali un couloir maritime, ce n'est pas rien, c'est un pays enclavé, mais il va surtout, comme je l'ai dit, booster le niveau des échanges entre tous les trois pays, et même plus loin, jusqu'en Guinée, même si la Guinée n'est pas nécessairement concernée par le projet de navigation. La densification des échanges à travers le projet de navigation va avoir un impact important en Guinée. C'est pourquoi la Banque mondiale, qui est un partenaire de référence pour l'OMS, a financé toutes les études de ce projet. Ce projet qui se trouve au cœur d'un projet plus ambitieux, qui est le CITRAM, le système intégré de transport multimodal, qui utilise le fleuve comme vecteur principal, comme épine dorsale, à quoi est relié un réseau routier et plus tard qui se connecte à un réseau ferroviaire pour avoir une pluralité de moyens de transport qui permettent de densifier, de massifier, si vous voulez, les échanges entre les pays. Aujourd'hui, je l'ai dit, nous avons, après un long processus, trouvé un financement indien à travers Exim Bank
trouver une entreprise pour construire le projet, donc faire le dragage, parce que ce que les études ont révélé et qui rend compte de la complexité du projet, c'est qu'il faut draguer le fleuve. Nous avons fait ce qu'on appelle la bathymétrie, le chénal aujourd'hui est tracé, c'est pourquoi nous avons réalisé un test réussi il y a juste un mois et demi. Un bateau, une barge de 600 tonnes a quitté Saint-Louis. 10 jours après, il était en Bidédi, après 905 km, sans aucun problème. Et ça n'a été possible que par les études qui ont été réalisées pour tracer un chénal. Maintenant, il faut draguer le chénal. Si on drague le chénal, la navigation sera pérenne. Aujourd'hui, on peut, et c'était l'objectif de notre test, on a démontré que la navigation saisonnière pouvait, à certaines conditions, reprendre, mais pour la navigation pérenne, c'est-à-dire 12 mois sur 12 de l'année, il nous faut draguer le fleuve. Nos études ont démontré qu'il faut à peu près draguer près de 69 biefs. C'est-à-dire qu'il y a 69 points où il y a beaucoup de sable qu'il faut enlever pour permettre que les bateaux avec un faible tirant d'eau puissent transporter les hommes, les marchandises, puissent simplement naviguer de Saint-Louis à Mbidédi. Et aussi, il y a un projet extrêmement important dans ce projet que les gens ne mentionnent pas souvent, c'est le chantier naval de Rosso en Mauritanie. Il y a fait un trépied à ce projet. Vous avez le port fluvio-maritime de Saint-Louis, très important, qui d'ailleurs va concentrer la majeure partie des investissements. Un port terminus à Mbidédi et le chantier naval Rosso en Mauritanie pour la batellerie, pour faire des bateaux, pour les réparer. Donc aujourd'hui, j'ai bon espoir qu'avec nos États, la ferme volonté des chefs d'État, le Conseil des ministres, le montant déjà indiqué, les études terminées, les requêtes écrites, que nous mobilisions ce financement pour commencer le travail et le finir avant 2023, Inch'Allah. 2023, de quoi booster l'économie au niveau des territoires et des enclavés, notamment des pays comme le Mali. Je rappelle que vous pouvez participer en appelant au 628 98 98 et participer à cette émission. Je le rappelle, Nouvelles du Fleuve, nous recevons aujourd'hui le haut-commissaire de l'OMVS, Ahmed Djane Sénégal. L'agriculture irriguée, c'est également un projet ambitieux. Vous l'avez évoqué au départ, le potentiel est énorme, mais encore sous-exploité, alors qu'on veut atteindre justement la sécurité alimentaire. Oui, merci pour cette question très pertinente. Mais si vous voulez, nous, notre mission, ce n'est pas d'exploiter, on va dire, les terres mises en valeur. Cela revient aux États. Je me réjouis, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, qu'aussi bien au Sénégal, à travers le PSE, qu'en Mauritanie, puisque ce sont les deux pays qui concentrent la majeure partie des terres aujourd'hui à valoriser pour l'agriculture irriguée. La Guinée et le Mali ne comptent pour ainsi dire qu'environ 10 000 hectares, les deux pays mis ensemble. C'est d'ailleurs ça la beauté de l'OMVS. Les pays coopèrent dans la solidarité, mais avec une équité quand même bien assise, bien affirmée. Ça veut dire que les terres qui sont irriguées pour l'agriculture au Sénégal, ce que le Mali en retire, c'est la valorisation de sa part de production hydroélectrique et pour la navigation également, ainsi de suite. Mais pour revenir à votre question, le potentiel, on va dire, mis en valeur, c'est aujourd'hui, à travers des sociétés comme la SAED, au Sénégal, que je salue d'ailleurs pour les efforts réels sur le terrain, le dynamisme de ces équipes. C'est la SONADER en Mauritanie, c'est l'ADRS au Mali. Je sais pas si c'est moi l'expert, enfin j'utilise ces acronymes-là. Ce sont des sociétés vraiment aujourd'hui d'État qui travaillent à mettre en valeur ces terres que nous, on va dire, à exploiter ou du moins à créer les conditions d'une exploitation de ces terres-là que nous contribuons à valoriser. À travers des projets importants que je vais quand même mentionner, le PJ. Nous aurons l'occasion d'y venir, mais avant de vous laisser finir, comme on a un auditeur en ligne et ils ont l'occasion de vous interpeller directement, nous allons le prendre. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour à votre invité, c'est Souleymane, je vous appelle depuis Paris. Donc encore une fois de plus, félicitations pour votre intéressante émission
donc qui permet effectivement à nous Africains de nous faire connaître nos institutions, comme l'OMVS par exemple, donc voilà, qu'on connaît tous depuis notre enfance. Et donc j'avais quelques questions donc à poser au commissaire. Je voulais quand même le féliciter parce que franchement cette initiative d'avoir créé l'OMVS depuis très longtemps pour gérer effectivement l'eau, qui est une ressource indispensable et qui est malheureusement source de conflits dans beaucoup de zones à travers le monde. Donc dans beaucoup de pays qui se partagent l'eau, les fleuves, il y a beaucoup de conflits. Et nous, en Afrique de l'Ouest, notamment, jusqu'à présent, on n'a pas encore ce problème et c'est grâce à l'OMVS. Donc rien que pour ça, je tenais à les féliciter pour cette bonne gestion, même s'il y a effectivement des retards. Donc, ma question concerne effectivement le volet financement, parce que là, la dernière fois, effectivement, j'ai appris que ce sont les États, effectivement, qui finançaient cette organisation. Et qu'effectivement, vu les possibilités financières un peu... donc en manque dans nos États, un financement vers des organisations externes et vers les pays aussi étrangers est souvent sollicité, notamment vers la Chine, l'Inde, etc. Est-ce que c'est pas un risque effectivement de solliciter des financements étrangers au continent? Parce qu'on sait que ces organisations comme l'Union européenne, la Chine et autres font des financements sous condition. Donc ils ne font rien gratuitement. Donc voilà, moi je pense qu'il est temps effectivement qu'on trouve des financements au niveau du continent. On a de bonnes banques en Afrique, notamment la Banque africaine de développement, donc qui finance beaucoup de projets de développement. Il y a aussi la diaspora africaine, donc qui serait vraiment très heureuse de participer à ce genre de financement, notamment le volet navigation dont vous avez parlé tout à l'heure. La diaspora aussi peut être source de financement. D'accord. Et il faut trouver les moyens effectivement de mobiliser les fonds au niveau de la diaspora. On l'a vu il n'y a pas longtemps au niveau du Sénégal. La BHS avait réussi à mobiliser ce qu'on appelle les BHS Bonds, qui ont permis de mobiliser plusieurs milliards pour financer des projets immobiliers. Donc je pense que l'OMVS peut effectivement utiliser ces deux créneaux, les banques africaines, il y en a beaucoup en Afrique, donc notamment la BAD, et la diaspora, pour financer ces projets. D'accord. Ces projets donc qui lui sont propres. Maintenant, côté navigation, moi franchement, je pense que c'est un volet très important qui va permettre vraiment de mettre en valeur vraiment l'OMVS, quoi. Parce que permettre aux Sénégalais de voyager, de quitter Dakar, voyager par la mer, ensuite prendre le fleuve Sénégal, aller jusqu'au Mali, en Mauritanie, tout ça, franchement, je pense que ce serait vraiment un projet phare qui va développer pratiquement le tourisme, désenclaver toutes les zones et donner d'autres moyens de transport, parce que pour voyager entre le Sénégal et le Mali aujourd'hui, c'est par le train, c'est par les routes, il y a des accidents, il y a plein de problèmes. Et vraiment voyager par le fleuve, je pense que ça c'est vraiment un rêve et j'espère qu'on va le vivre très rapidement. Voilà, merci beaucoup et félicitations encore une fois de plus pour votre très belle émission. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup Souleymane qui nous appelait depuis Paris. Je ne sais pas, peut-être poursuivre avec l'irrigation avant de répondre aux questions et interpellations de Souleymane. Nous prenons un autre auditeur en ligne pour recueillir toutes les questions et permettre au haut-commissaire de répondre. Allô, bonjour. Allô? Quelques difficultés avec la ligne. Je rappelle que vous pouvez intervenir en appelant au 88 628 98 98. Ahmed Diané, Sénégal, commissaire de l'OMVS. L'agriculture irriguée, on en parlait, le potentiel est énorme des entreprises qui assurent cette mission qui bénéficie aux populations, mais le potentiel n'est pas totalement exploité alors que nous parlons de sécurité alimentaire. C'est paradoxal, nous disions. Oui, je vous disais que cela ne relève pas les compétences de l'OMVS. L'OMVS, son travail, c'est de maîtriser les eaux du fleuve pour que ces eaux-là puissent être exploitées pour la production électrique, mais avant pour l'agriculture irriguée. Je l'ai dit, la SAEL, la SONADER, la DRS contribuent à la valorisation de ces terres-là. Et je crois qu'aujourd'hui, avec les projets qui sont en cours dans les pays, accompagnés par l'OMVS, dans le projet PGIR dont je vais parler tout à l'heure, tout ça permet d'accroître la capacité de production agricole. C'est ce que je peux dire pour l'instant, en invitant tous ceux qui sont intéressés vraiment par le développement de l'agriculture irriguée
à s'adresser à travers les ministères de l'Agriculture de nos États, à la SAED, à l'OMVS pour plus d'informations, mais cela relève de la capacité des États, donc des prérogatives des États à développer les terres que nous mettons en valeur à travers nos différents programmes et projets. L'OMVS au service des populations, le PGIR, un levier pour les atteindre. Oui, avant cela, j'aimerais répondre à votre... La question de Souleymane. À celui qui est intervenu depuis la France, pour le remercier déjà pour sa question et surtout pour les encouragements, et lui dire que je suis totalement en phase avec lui sur le développement de la navigation. C'est pourquoi je l'ai dit, malgré le fait que le projet ait pris tant de temps pour être aujourd'hui en voie d'être réalisé, c'est un projet structurant à nul autre pareil. Et je crois que, Inch'Allah, cela sera, et comme il le dit, et cela améliorera la compétitivité de ces villes-là qui sont aujourd'hui malheureusement très faibles du point de vue économique par la densification des échanges et le transport et le tourisme, pour ne parler que de cela. Tout cela se trouvera bonifié par le transport fluvial. Et maintenant, concernant le financement dont il a parlé à juste raison, c'est véritablement le talon d'Achille. Parce que il nous faut réunir 4 accords pour trouver un financement. 4 accords, ça veut dire que les États décident de s'endetter, et pour s'endetter, il faut qu'ils soient d'accord sur déjà le projet, et ensuite qu'ils fassent des requêtes de financement. Ça prend énormément de temps, et ça explique souvent les retards. Mais c'est aussi la force, parce qu'au lieu d'un État, le bailleur de fonds qui est en face est plus à l'aise, parce qu'il y a 4 États qui, de manière solidaire, s'engagent pour la réalisation d'un projet. Donc, je pense que de plus en plus, avec les réformes qui sont en cours, l'OMVS sera plus à même de mobiliser des financements, justement, ceux dont il parle. À travers la BAD intervient déjà chez nous, mais de façon, on va dire, très timide. Pas sur les volets de production hydroélectrique. Nous faisons appel à des investissements auxquels tout le monde fait appel, les investissements chinois, indiens. C'est souvent des aides liées, mais cela se fait dans des conditions, on va dire, optimales, comme pour tout investissement de ce genre. Donc là, je le rassure là-dessus. Mais pour terminer, l'OMVS est en train de se doter d'un mécanisme d'autofinancement. Parce que nous créons de la richesse. Ouais. L'OMVS produit de l'hydroélectricité à travers la société de gestion de Manantali, qui est basée à Bamako, et à travers également le producteur, on va dire, CEMAF, passez-moi cet acronyme, qui s'appelle Société de Manantali et de Felou. C'est l'opérateur qui produit l'électricité et la vend du moins aux États. Donc nous produisons de la richesse. Il y a les télécoms que nous faisons également à travers les fibres optiques qui arment nos lignes de transport. Il y a le solaire. Et donc tout ça permet de générer de l'argent. Et aujourd'hui, avec une bonne ingénierie financière, avec un cadre habilitant qui permet à l'OMVS de faire appel à des investissements, on va dire, privés, à condition qu'il donne des assurances sérieuses, adossées bien sûr à l'accompagnement des États. Tout ça permettra, je pense, d'améliorer notre rythme de mise en œuvre. D'accord. Donc le PGIR, nous avons peut-être moins de 10 minutes, le temps passe vite. L'OMVS au service des populations, le PGIR est ce levier. Un levier, on va dire, important. Le PGIR, je dois le dire, c'est fait en 2 phases. Il y a la première phase qui est terminée il y a 4 ans. Il y a cette deuxième phase qui a commencé, mais avant le PGIR, il y avait un autre projet, le GEF. Ces projets sont financés à travers un prêt de la Banque mondiale et le fonds néerlandais. Pour 12 millions pour le fonds néerlandais, ça fait à peu près 6 milliards. Et pour la Banque mondiale, un prêt à nos 4 États de l'ordre de 122 milliards de francs CFA. C'est quand même la traduction très claire de la volonté des États, à travers les plus hautes autorités, à faire en sorte que les populations qui sont les plus en demande de soutien dans le bassin puissent vivre également de leurs activités au quotidien, étant dans le bassin de ce fleuve-là. Le PGIR
a 3 volets importants, pour ne citer que ces volets-là sans leurs sous-composantes. Il y a le volet appui institutionnel qui permet à l'OMVS de se doter de moyens modernes et avec l'OMVS tous les acteurs du secteur, la formation de ces acteurs-là à être plus sensibilisés sur les questions environnementales, sur les questions également de développement local. C'est important. Il y a un deuxième volet qui est ce qu'on appelle la gestion intégrée des ressources en eau et les usages multiples. C'est justement là où il y a le volet hydro-agricole, qui est le volet le plus important, plus de 52% de l'enveloppe financière, qui permet également, on va dire, d'atténuer la pauvreté dans certaines zones, mais d'équiper en adduction d'eau potable sommaire certaines localités, mais surtout de permettre à certaines activités comme les périmètres maraîchers villageois, les périmètres pour les femmes, vraiment d'accroître le niveau de revenus des foyers dans ces zones-là, mais aussi, à travers le volet santé, de lutter contre, on va dire, ce qu'on appelle les maladies tropicales négligées, comme la bilharziose, comme d'autres. Je dois ici saluer vraiment toutes ces équipes dynamiques de nos pays, surtout les jeunes médecins qui, à travers ce projet-là, sillonnent partout la vallée, dans les contreforts les plus éloignés pour aider à soigner, mais surtout pour aider à ce que le PGIR joue son rôle et tout son rôle. À travers, par exemple, pour le volet santé, la distribution de moustiquaires imprégnés, pour qui, à longue durée d'action, pour qui sait aujourd'hui l'impact du paludisme dans ces zones-là. Pour vous dire que le PGIR est véritablement un outil bien réfléchi pour donner une réponse, pour mettre en capacité les populations pour elles-mêmes se servir du levier qu'offre le fleuve pour développer leurs activités. Le troisième volet dont je n'ai pas parlé, c'est l'aménagement des infrastructures et la gestion des infrastructures. Ça permet à l'OMVS d'avoir des moyens pour étudier, pour planifier les infrastructures sur le fleuve. C'est ce qui nous a permis, comme je l'ai dit, de financer les études pour la navigation. Il fallait beaucoup d'argent et ce projet a financé tous les volets liés aux études terminées aujourd'hui. Ça permet d'étudier les barrages également à réaliser, comme Koukoutamba, même si la banque s'est retirée plus tard à cause d'un problème lié à un problème environnemental sur la sauvegarde de l'habitat des chimpanzés en Guinée. Bref, le PGIR aujourd'hui, avec une équipe de projets dynamiques, je tiens à saluer à ce micro Madame Seck, qui est votre compatriote, qui gère vraiment le PGIR à ma très grande satisfaction depuis qu'elle a vraiment pris les rênes de ce projet. Nous sommes partis de l'ordre de 2% de taux de performance en 2016 quand elle venait, à aujourd'hui à près de 72%. Et je suis sûr qu'avant la fin du projet qui a été prorogé par la banque à cause de l'impact du Covid, nous aurons atteint, on va dire, les objectifs les plus significatifs, sinon tous les objectifs du projet. Et il y a Fawzi Bedreddine qui est son adjoint, qui est mauritanien. C'est ça la beauté de l'OMVS. C'est une famille entre le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée qui travaillent ensemble. Mais le PGIR, comme je vous l'ai dit, la SONADER, la SAED, savent aujourd'hui quel est son impact. Et nous travaillons, nous, à rendre davantage plus visible cet impact au bénéfice des populations. C'est pourquoi votre émission me donne cette opportunité. Nous avons en vue une mission sur le terrain pour aller au contact des bénéficiaires. Vous savez, avec cette pandémie qui limite notre capacité d'action, surtout notre mobilité, c'est très difficile. Nous sommes une organisation de terrain. Mais le PGIR, pour répondre de façon globale, aujourd'hui a prouvé qu'un projet bien réfléchi, mis en œuvre par une équipe dynamique, avec vraiment des partenaires comme la Banque mondiale, mais aussi avec l'implication des services de santé de nos pays, de l'agriculture de nos pays, mais surtout nos ministres de tutelle. Je voudrais ici rendre un hommage mérité à notre président du Conseil des ministres, qui est votre ministre de l'assainissement et de l'eau, qui vraiment a insufflé une dynamique nouvelle depuis Bamako, par un management direct avec le Haut Commissariat pour permettre que... Vous savez, on a tellement de projets à l'OMVS et on a tellement de besoins de financement, on a tellement de difficultés souvent. Et la complexité est accrue par cette pandémie. Et il faut une interaction dynamique de l'ensemble des acteurs. Et quand vous avez un pilote qui manage bien, je parle du Conseil des ministres, parce que l'OMVS, le Haut Commissariat n'est pas un organe de décision. L'organe de décision, c'est le Conseil des ministres.
Et l'organe de décision suprême, c'est la conférence des chefs d'État. L'on ne saurait terminer cette émission sans parler quand même des impacts négatifs liés aux différents ouvrages, des menaces environnementales. On parle des maladies hydriques, des plantes envahissantes, de la pollution dans la Falémé. Nous l'avons largement évoqué, les populations l'ont également évoqué au cours de nos précédentes émissions avec l'exploitation minière. Le fleuve charrie ainsi des maux, MAOX. Oui, le fleuve est source de vie, le fleuve est agressé. Et aujourd'hui, je pense que c'est un réveil pour beaucoup, qu'il faut absolument faire quelque chose, passez-moi l'expression, pour renverser la tendance, pour ne pas condamner le fleuve à une mort certaine. Parce que la situation est aussi préoccupante. Très préoccupante. Vous avez parlé de la pollution de la Falémé. Cette semaine, j'ai eu l'honneur d'accueillir une délégation venue de Kidira, un comité de veille qui a été mis en place par des habitants de cette localité qui aujourd'hui se sentent menacés dans leur existence et qui nous ont décrit des fléaux tels que vraiment l'orpaillage est devenu un fléau malheureusement. C'est une activité sans doute rentable mais c'est devenu un fléau parce que c'est anarchique. Il faut le réorganiser. Sous la Falémé, c'est une catastrophe. Je crois que les autorités sénégalaises ont pris des mesures drastiques dont on voit l'impact. Au Mali, les mesures ne sont pas à hauteur de mission, mais ça n'est pas par manque de volonté. Je crois que c'est une question de sensibilisation. Et le Mali a également commencé à prendre aujourd'hui, en tout cas depuis un certain temps, depuis notre dernière mission, des mesures drastiques pour que, quand on les chasse d'un côté du fleuve, les orpailleurs ne se réfugient pas de l'autre côté pour créer le même dommage, parce que le fleuve, en fait, ne connaît pas de frontières entre les deux pays. Mais ça, c'est une action quotidienne, c'est une lutte de longue haleine. Et c'est pourquoi des émissions comme la vôtre nous permettent, je l'espère, d'atteindre vraiment toutes les populations. Pour dire, même à ces orpailleurs, de faire attention, parce qu'ils sont en train de mettre en danger un bien précieux. Et aujourd'hui, la question de l'eau potable, mais simplement de la santé d'une manière générale, cette question qui est posée par leur activité interpelle à plus d'un titre. Et je pense que il faut que cette lutte-là soit acharnée, mais une lutte qui est perdue d'avance s'il n'y a pas une prise de conscience collective de chacun. Mais il n'y a pas que l'orpaillage, il n'y a pas que les effets anthropiques, il y a l'effet des changements climatiques. Le fleuve, je l'ai dit, est un fleuve sahélien. C'est pourquoi nous avons, sous l'instruction des chefs d'État, un programme qu'on appelle programme investissement climat, ambitieux, qui va mobiliser beaucoup de milliards pour faire en sorte que le fleuve puisse être sécurisé au niveau de la ressource, parce qu'elle se raréfie, et plus elle se raréfie, plus le potentiel conflictogène augmente, parce qu'il y a plus d'usages, il y a plus de population, et il y a moins de ressources. Et les changements climatiques accentuent cette dégradation, et il nous faut travailler à cela, et ce programme investissement climat nous permettra, je le pense, je l'espère, de renverser la tendance. Mais j'ai bon espoir, parce que les autorités sont sensibilisées, les populations sont de plus en plus conscientes de leur enjeu, et c'est pourquoi nous œuvrons, nous mobilisons pour ce que j'ai dit tout à l'heure, concept cher au député maire de Bakel, que je salue ici, qui est le président du réseau des maires du fleuve, l'OMVS des peuples. C'est pourquoi nous voulons valoriser la place OMVS de Dakar, pour que chaque Dakarois qui y passe voit le sigle OMVS qui renvoie à cette organisation africaine qui aujourd'hui est en train de travailler à l'intégration. Il y aura à Bamako la même place, à Nouakchott, en Guinée plus tard. Bref, il y a aujourd'hui, et je crois que cette série d'émissions y participe, cette volonté de mobiliser chacun pour dire que la pauvreté n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, les programmes que nous mettons en œuvre le prouvent, la volonté de nos États le confirme, et il y a simplement à nous retroucher davantage les manches pour y aller. C'est sur cette note d'espoir que nous terminons cette émission. Nous vous remercions, Hamet Diané Semega. Je rappelle que vous êtes le haut-commissaire de l'OMVS. Merci d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie, madame. Fin de cette émission Nouvelles du fleuve Sénégal. Merci à Lune Badara Socé qui a assuré la mise en onde. Bonne suite de programme. Merci beaucoup.